Alors, bonjour. Aujourd'hui, on rencontre Geneviève Ouellette, qui est conseillère pédagogique au CSSMI, et puis on va parler ensemble d'enseignement explicite au préscolaire. Alors, Geneviève, j'aimerais que tu m'établisses les différences de l'enseignement explicite au préscolaire et au primaire, et que tu me parles aussi si les étapes sont les mêmes. Merci, Annick. Je suis très contente que tu m'accueilles. Bonjour, équipe de Fontainebleau. Donc, enseignement explicite à l'éducation préscolaire, on parle des mêmes étapes qu'au primaire. Donc, la première étape, et non la moindre, c'est de modéliser les pratiques, de venir vraiment décortiquer les étapes. Souvent, on va le faire de façon intuitive à l'éducation préscolaire si on a un enseignement à faire. On vient vraiment tout décrire les étapes. Premièrement, je vais faire ça. Deuxièmement, et puis le support visuel est grandement important. Ils ne savent pas lire. C'est important de garder des traces pour eux. Ensuite, la deuxième étape, puis souvent on la néglige, c'est l'étape de la pratique guidée. La pratique guidée, c'est le moment où les enfants vont avoir à réinvestir dans un contexte créé par l'enseignant, ce qu'on leur demande de mettre en application. Ils doivent se pratiquer et je vous dirais que quand 80% de notre groupe est en mesure de parvenir à cette pratique guidée-là, on peut passer à la pratique autonome. Et là, la pratique autonome, c'est la réutilisation de nos acquis dans un contexte plus large en classe. Principale différence, tantôt, Annick, avant l'entrevue, tu me parlais d'annoter, de garder des traces. Au préscolaire, en fait, on va y aller avec nos observations générales sans avoir de cahier de traces spécifiques à cette démarche-là, mais on va y aller vraiment, comme d'habitude, en maintenant nos observations. Excellent. Est-ce que tu crois que certaines enseignantes du préscolaire peuvent faire de l'enseignement explicite sans même le savoir? Pour la partie de la modélisation, je dirais que oui. Tu sais, on est souvent en train de, justement, de définir les étapes, dire, OK, quand tu vas avoir terminé ton travail, je te demande de le placer à tel endroit, tu vas pouvoir pousser ta chaise. Donc, souvent, on va décortiquer la partie de la modélisation. Je dirais que de faire de la pratique guidée de façon intuitive, bien, quand on a nos intentions pédagogiques, puis qu'on suit justement notre progression, bien, oui, on doit forcément en faire un peu, mais ça se planifie, un enseignement explicite. C'est là où je voulais vraiment aller avec vous, c'est quelque chose qui est déterminé, j'ai une intention très claire. C'est sûr qu'au fil du temps, je pense qu'on développe une maîtrise du programme qui fait en sorte qu'on est en mesure d'y aller de façon plus intuitive, mais c'est quand même des apprentissages qui vont se planifier parce que je veux me permettre de déposer du temps pour le faire à un autre moment. Est-ce que tu as un exemple d'un enseignement explicite que j'ai fait cette année? Mm-hmm. OK. Je me suis rendue dans une classe de maternelle 4 ans et ces élèves-là avaient vraiment de la difficulté à se déplacer en marchant. La sécurité était en jeu. Tout le monde courait partout. C'était quand même problématique. Donc, on a commencé par modéliser le comportement attendu. Alors, j'ai demandé aux élèves comment on fait pour se déplacer en marchant dans la classe. Donc, j'ai choisi une élève qui était plus vulnérable. Je lui ai demandé, montre-nous, il s'est déplacé, on l'a applaudi. Wow, t'es donc bien bon. Est-ce qu'on est capable maintenant de le faire 3 amis à la fois? On se déplace. Puis pourquoi on se déplace en marchant? On discutait de ça, à quoi ça sert? Qu'est-ce qui arrive si on ne se déplace pas tous en marchant? Donc, ça, c'était la modélisation. Et là, tout le monde s'est mis à se déplacer en marchant dans la classe. On s'est félicité. On s'est donc pratiqué. Fait que là, j'ai planifié après, dans ma pratique guidée, des activités qui me permettaient d'aller taper sur le même clou, donc de se déplacer en marchant. Par exemple, tu sais, les petits maillons en plastique qu'on fait des chaînes. Mm-hmm. Bon, OK. Donc, j'avais fait 4 équipes, jaune, vert, bleu, rouge. Puis, ils étaient assis chacun sur leur tapis d'équipe. Et partout dans la classe, j'avais mis des maillons. L'intention, c'était de faire la plus longue chaîne du monde. Fait qu'ils devaient se déplacer en marchant. Fait que là, j'ai un jeu d'équipe. Je travaille aussi, tu sais, la participation, la collaboration avec les autres. Mais mon intention première, c'est que tu te déplaces. Parce que si tu courais, je t'enlevais ton maillon. C'était pas bon. Fait que là, on jouait un jeu qui pratiquait la même chose. Un peu plus tard, on était en sous-groupe. Donc, avec mon équipe, moi, j'étais en conscience phono. J'ai juste dit aux élèves, OK, parfait, allez chercher en marchant un objet que tu peux tenir dans ta main. Donc, les 4 amis qui étaient avec moi, par exemple, revenaient avec un crayon.
Là, il se déplaçait. Fait que le crayon, on sautait les syllabes. Il y en a un autre qui serait revenu avec un téléphone. Donc, on comptait les syllabes comme ça. Fait que l'intention, c'était oui de faire de la conscience phonologique, mais aussi de travailler ma règle qui était de je me déplace en marchant. Fait qu'un coup qu'on se rend compte que c'est bien pratiqué, qu'on a mis plusieurs moments dans différents contextes, on utilise le déplacement en marchant, bien après, ça peut devenir, c'est la pratique autonome. Fait que c'est le contexte régulier de la classe qui va faire qu'on se dit comment on se déplace, etc. Et c'est là que la règle est appliquée. Exactement. Maintenant, Geneviève, dans quel autre contexte on peut utiliser l'enseignement explicite au préscolaire? C'est une excellente question, Annick. On dirait que tu avais préparé un bon dossier. On dirait. Donc, moi, je pense que l'enseignement explicite pour les comportements attendus, c'est un incontournable. En septembre, là, c'est ça qu'on fait. On enseigne vraiment les règles de classe, les comportements. L'autre contexte que vous utilisez énormément, c'est tout ce qui a trait à la lecture interactive enrichie, dans laquelle l'intention, c'était surtout de voir la conscience phonologique. Donc, de répéter, de modéliser, d'apprendre aux enfants. On s'est rendu compte que de façon intuitive, c'est pas quelque chose que les enfants là, développent. Il faut que ça soit la conscience phonologique. Et puis, je pense que c'est le meilleur contexte justement pour faire de la modélisation. On va donner un modèle, on ne va pas dire aux enfants « Ah oui, compte les syllabes. » Il faut qu'il y ait une idée en tête avant de le faire. Donc, on modélise, ils se pratiquent. Puis la pratique autonome, après, c'est quand ils deviennent en mesure là, de faire une activité seule par rapport à ça. Excellent. Et quels sont les avantages à enseigner de manière explicite à la maternelle? Premièrement, quand on est en enseignement explicite, on sait que les étapes sont décortiquées. Donc, que la planification intellectuelle derrière le geste est vraiment modélisée, qui est attendue. Tantôt, tu me demandais aussi dans quel contexte. Je pense qu'on fait de l'enseignement explicite aussi quand les jeux de société, tu sais, qui décide, comment on fait pour choisir c'est qui le premier. Les tours de rôle. Oui, exactement. Tu sais, je suis revenue vers ça, mais donc c'est ça, de mettre en place vraiment des conditions gagnantes. Fait que ta question était dans quel contexte c'est plus payant de faire de l'enseignement explicite? Je pense pour tous les comportements attendus, on ne fera pas de l'enseignement explicite, par exemple, pour découvrir le monde alimentaire, mais tout ce qui est je vous dirais, les déterminants de la réussite éducative. Donc, je pense, par exemple, mettons, à c'est quoi que je m'attends quand on fait des petites causeries en sous-groupe? Qu'est-ce que je m'attends de toi quand tu t'envoies à la salle de bain? Donc, vraiment, dans plusieurs contextes, je vous dirais là, que est-ce qu'on fait juste ça? Non. C'est un équilibre aussi entre les deux. On ne va pas passer notre temps à tout modéliser, mais en fait, au préscolaire, tout se démontre aussi. Tout se... Alors, et on part sur de bonnes bases en même temps. Exactement. Puis on prend pour acquis qu'ils ne savent peut-être pas le début. Très bien. Et comme on se disait, les avantages à faire de l'enseignement explicite, donc on a dit de bien modéliser, donc les enfants connaissent les comportements attendus. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres à ajouter? Puis je vous dirais que on va travailler donc aussi l'effet du groupe, avec le groupe justement qui va pouvoir venir prêcher par l'exemple. Autre avantage, c'est le repère visuel aussi qui est associé à l'enseignement du comportement attendu. Qu'on a souvent pour nos règles de vie au préscolaire. Exactement. Annick aussi, j'ai vu qu'il y avait un dossier présenté par le CETREC qui parlait justement de l'enseignement explicite. C'était déposé sur le site du RIR. Donc, je vous partage mon écran ici. Tu vois bien, Annick, oui? Très bien. Super, toujours avec moi tout d'un coup. Enseignement explicite, on voit les 3 étapes ici. Donc, le modelage, pratique autonome. Ce qui est intéressant, là, c'est une façon de présenter les contenus et les stratégies de façon fractionnée. Donc, tantôt, tu me demandais quand c'est payant, c'est quand il y a vraiment... Quand on veut venir tout asseoir justement les étapes. On va le voir en conscience phonologique, en enseignement du comportement attendu. Si, par exemple, vous arrivez avec un jeu comme Mystéro, on va modéliser avant, puis on va expliquer les stratégies. OK, ici, c'est un soleil, ça pourrait être un, mais je vois aussi qu'autour du soleil, il y a 5 rayons, c'est peut-être ça, donc je vais attendre. Donc, c'est la métacognition, finalement, tout ce qu'on se dit dans notre tête. C'est un peu ça qu'on appelle.
Exactement. Puis, je pense qu'on a intérêt à répéter plusieurs fois. En enseignement, on sait à quel point on répète. Tout à Donc, fait. pour permettre justement aux gens d'emmagasiner, c'est pas parce qu'on leur dit une fois que c'est acquis puis qu'il y a un ancrage de fait. Donc, on voit vraiment la différence entre le cognitivisme, là où se situe l'enseignement explicite, puis le constructivisme, là où on va découvrir par nous-mêmes. Je pense que le programme d'éducation préscolaire se veut un équilibre entre ces deux courants. L'idée, c'est que oui, il y a des trucs qui vont se travailler par le groupe, mais il y a des choses quand même qu'on aurait grandement intérêt là, à enseigner, comme par exemple les comportements attendus ou la conscience phonologique. Donc, c'est un article, si vous voulez, vous allez sur Google, vous tapez RIR ou CETREC, enseignement explicite, et vous allez l'obtenir rapidement. Excellent, bien, c'est apprécié. Question d'aller un peu plus loin. Alors, merci beaucoup, Geneviève, pour ton implication dans cette capsule. Ça m'a fait plaisir, Annick. Je pense que tu pourrais penser à t'en aller en animation.